Bonjour à tous. Au cœur de la profession, on vous propose aujourd'hui de nous pencher sur le statut du dirigeant. Alors ça peut paraître bizarre de se poser cette question du statut du dirigeant, puisque lors de la constitution de l'entreprise, on a souvent consacré pas mal de temps et quelquefois aussi pas mal d'argent à définir ce statut, au moment où on crée la société. Et là, on se dit, tiens, il va falloir remettre le couvert. Alors pourquoi diable se poser cette question aujourd'hui? Comment conseiller au mieux le chef d'entreprise? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Bruno Chrétien, qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui, président de l'Institut de la protection sociale et président de Factoriel. Bonjour Bruno. Bonjour. Et Charles Basset, le président de la commission attractivité au sein du Conseil national de l'Ordre des experts comptables et qui est expert comptable dans cette jolie station balnéaire de Beauvais. Bonjour à vous, Charles. Alors, bonjour. Je le disais, pourquoi diantre faut-il se poser la question du statut du dirigeant? Depuis la crise du RSI, je pensais que le statut de la SAS avait tout réglé. Vous avez raison, la crise du RSI a posé de gros problèmes, notamment avec la mise en place de l'interlocuteur social unique en 2008 à nos clients et de ce fait à nos cabinets. Et c'est pour ça que bon nombre de cabinets ont incité, encouragé les clients pour éviter ces problèmes à se tourner vers la SAS. Et à partir de ce moment-là, vous dites clairement, depuis, c'est une SAS sinon rien. Oui, c'est ça. Depuis 5 ans, principalement, le choix, les créations de sociétés se font principalement en SASU et en SAS plutôt qu'en EIRL et en SARL. C'est la transition toute trouvée vers le chiffre du jour. Et ce chiffre du jour, Bruno, c'est 218 000. Alors pourquoi avoir choisi 218 000 ? C'est moins 218 000 même qu'à l'intérieur la répartition, puisque c'est 218 000 créations de sociétés l'an passé. Pour autant, à l'intérieur, ce qui est intéressant d'observer, c'est que près des 2 tiers sont des SAS, comme Charles le faisait valoir, et puis un tiers des SARL. Il y a 5 ans, c'était l'inverse. Ah oui, donc on a eu une bascule liée à ce qu'on vient de dire. Si on est là aujourd'hui, c'est peut-être que la tendance est en train de s'inverser, sinon on ne ferait pas cette émission. Comme souvent. Comme souvent, on part dans un sens et puis le balancier revient derrière plus tardivement. Il ne faut jamais perdre de vue que la crise du RSI et celle de l'ISU surtout, donc en 2008, se traduit par un effondrement technique des régimes. On ne va pas revenir sur le sujet. Mais que vont faire les experts comptables à ce moment-là? Eh bien, pour sortir leurs clients des guêpiers nombreux dans lesquels ils étaient, eh bien, ça va être souvent de changer de statut social pour dire on passe en SAS, au moins c'est nous qui faisons les déclarations. On n'est pas embêté, ça coûte plus cher, c'est pas nécessairement très efficace, mais c'est la seule façon de ne pas avoir du contentieux sans raison. Donc là, vous dites que le règne de la SAS n'est plus aussi évident aujourd'hui et qu'il y a un rapport coût-prestation à évaluer. Exactement. Alors, ce coût prestation, ce rapport entre les prestations et le revenu disponible, en quelque sorte, était toujours là. Mais il y avait tellement de difficultés avec le RSI que le problème l'emportait. Ce qui change, c'est que le RSI, la situation, en fait, a été réglée 2-3 ans avant la réforme qu'on a connue lors de l'arrivée d'Emmanuel Macron comme président de la République. Et que ce qui va accélérer le fait de devoir revisiter ce statut entre salariés et non-salariés, c'est la crise sanitaire. Pourquoi ? La raison est assez simple, c'est que tout le monde est à fond sur les dépenses, en disant, écoutez, on va regarder, à fond sur les freins surtout, effectivement, on se dit, où est-ce que je peux gagner? Et là, on se dit, mais finalement, dans notre ligne de charge, on a un statut social qui n'est pas nécessairement bien adapté. Si on veut faire des économies, et l'heure est quand même aux économies aujourd'hui, eh bien, revisitons ce statut. Et on redécouvrira que dans bon nombre de cas, pas toujours bien sûr, c'est tout l'intérêt de l'étude que fera l'expert comptable, dans bon nombre de cas, le statut de TNS, dans le cas d'une gérance majoritaire de SARL, est bien souvent très suffisant. Travailleurs non salariés. Alors ce qui est compliqué quand même, pardon de poser la question en ces termes, c'est que l'expert comptable, il a souvent conseillé un statut au moment de la création, je le disais, et là, il va peut-être devoir se dédire. Alors, le rôle de l'expert comptable, c'est de fournir la stricte vérité à un instant T. Et la vérité d'aujourd'hui n'est pas forcément celle de demain. On sait, nos clients, les chefs d'entreprise savent très bien que les lois changent et évoluent. Et notre rôle, c'est de leur fournir le meilleur conseil au moment, à l'instant T. Et pour cela, la SARL fournit une source d'économie substantielle. Alors, autre objection qui peut être mise en avant par les clients, c'est la question des dividendes versés pour les gérants majoritaires de SARL. Ils sont soumis à cotisation sociale.
Ce qui n'est pas le cas pour les dirigeants de SAS. Est-ce que ce n'est pas un problème majeur? Alors, c'est un problème majeur, souvent parce que le client arrive avec cette idée en disant « Moi, on m'a dit, j'ai un copain qui m'a expliqué que finalement, la SAS, c'est vachement mieux parce que les dividendes, je les prends, ils sont nets de charges sociales. » C'est vrai. C'est pas faux. C'est pas faux. D'ailleurs, le paradoxe, c'est que la législation taxe les dividendes des gérants majoritaires et pas celle des dirigeants salariés, alors qu'en fait, ceux qui ont intérêt à faire des dividendes, financièrement parlant, nos auditeurs le savent très bien, sont plutôt les dirigeants salariés. Ça, la législation n'est pas à sa première incohérence. Mais ce qu'il faut percevoir, c'est qu'effectivement, il y a un écart. Il faut quand même avoir à l'esprit que l'écart ne tiendra pas sur la durée. C'est-à-dire, vous pensez qu'il y a un mouvement de bascule, d'alignement entre les deux statuts? C'est pas Bruno Chrétien qui le dit, hein, c'est Dominique Libaud dans le rapport récent, il y a quelques mois, du Haut Conseil de financement de la protection sociale, qui en fait appelle à l'extension des règles d'assujettissement, on ne va pas rentrer dans la technique aujourd'hui, mais à l'extension des règles à l'identique pour les dirigeants salariés. D'autres disent on devrait supprimer l'assujettissement dans les deux cas de figure. Hein. En tout cas, la différence de situation est effectivement préjudiciable au statut TNS. Il faut savoir que le gouvernement Macron, enfin l'équipe de Macron avait réfléchi effectivement à étendre le dispositif, et c'est la crise des Gilets jaunes qui a bloqué parce que ça amenait à se reposer les questions sur le prélèvement forfaitaire. Enfin bref, je ne rentre pas dans le détail. Donc c'est un sujet qui est latent. C'est un sujet qui, à mon sens, ne bougera pas avant la présidentielle, mais qui va revenir parce que l'administration en a comme une marotte en quelque sorte. Ce qu'il faut bien avoir quand même à l'esprit, c'est que même si, au niveau des dividendes, les dirigeants salariés ne sont pas assujettis alors que les dirigeants non salariés le sont, il n'empêche qu'au final, une fois qu'on a tout payé, hein, on est passé dans les charges sociales obligatoires, facultatives, l'impôt, société, l'impôt sur le revenu, le statut TNS coûte moins cher malgré cet assujettissement. Comment on explique ça? Eh bien, par les joies de la législation. En fait, ce qui se passe, c'est que le poids des charges sociales n'est pas configuré, n'est pas profilé, si je devais prendre cette image, à l'identique. En d'autres termes, quand on est dirigeant salarié, jusqu'à 8 fois le plafond, donc ça commence à faire beaucoup, hein, au-delà de 300 000 euros par an, eh bien, on paye un taux linéaire de charges sociales. En gros, 60% quand on cumule part salariale, part patronale. Ce n'est qu'à la fin de ces 8 fois le plafond qu'on ne paiera plus les cotisations de retraite complémentaires qui feront qu'on baissera en gros à 30%. En revanche, quand on est non salarié, quelle que soit la branche dans laquelle on est, à la fois on paye moins cher, et en plus, c'est dégressif. Il ne faut jamais perdre de vue que le régime TNS, c'est un régime d'inspiration patronale et qu'il vaut mieux avoir un revenu élevé pour y être gagnant. Contrairement à ce que pensent beaucoup les clients qui viennent voir les experts comptables, ce n'est pas un régime qui est fait pour les petits. Il marche bien pour les petits, mais il fonctionne très bien pour les gros. Pour les très gros. Sur quels arbitrages l'expert comptable va construire son analyse pour permettre à son client de faire le bon choix, entre guillemets? Alors nous, notre rôle, il est simple, hein, c'est de comparer les différents régimes en fonction de la situation du client, de regarder dans chaque cas le revenu disponible en SARL et en SAS, et de regarder également les droits que cela ouvre. Pour comparer de manière optimale. Et les prestations prévoyance et retraite entrent aussi en compte dans les critères de choix. Tout à fait, parce que on l'a très bien dit juste avant, la distribution de dividendes dans les SAS ne sont pas soumises à cotisation sociale, mais de ce fait n'ouvrent pas de droits. Vous parlez de revenus disponibles aussi. Est-ce qu'il n'y a que ce critère qui entre en ligne de compte ou est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, donc, bien sûr. Alors, évidemment, le client, il va regarder d'abord le cash tout de suite, hein, pour être très clair. Ce qui est compliqué pour lui à saisir, puisqu'il va avoir, d'un côté, il voit sa rémunération qui est perçue, elle est taxée différemment, dans des cycles différents. Donc, c'est pas simple. Et je pense que c'est une des missions de l'expert comptable de très clairement indiquer qu'au final, le net, il est là. Mais à côté, évidemment, il y a la question des prestations. Oui. Et alors les prestations, hein, pour être très clair, nos dirigeants de société, souvent, ils se mélangent les pinceaux. Hein. On survalorise la partie remboursement de soins. Sur ce qu'est la prévoyance, l'arrêt de travail, autres, ce qu'on appelle les vides de garantie, finalement, sont importants, mais on y fait guère attention. Puis la retraite, quand on a 30 ans, on pense qu'on touchera rien. Quand on a 50, on se dit ça se rapproche. Quand on est à 62, on se dit quand est-ce que je fais ma demande, hein, voilà, c'est à peu près ça. Donc, bien sûr que la partie prestation est essentielle. Bah, c'est comme si vous dites j'ai trouvé une voiture pas chère. Si vous avez pris une Smart ou si une Porsche Cayenne, ça roule dans les deux cas. C'est pas le même tarif. Et c'est aussi logique dans la mesure où les prestations ne sont pas les mêmes. Alors, on est clairement en train de parler d'une mission d'analyse de l'expert comptable. Quel est le contenu de cette mission et quelle forme peut prendre le rendu remis au client?
Alors, le rendu, c'est sous forme d'un compte-rendu qui mettra en évidence les différents choix possibles et comparera les différents revenus disponibles, toujours en mettant en parallèle avec les prestations et les garanties. C'est-à-dire qu'il y a deux colonnes, hein, c'est ça, et on fait la comparaison en n'oubliant pas les prestations. Et une étude complète sera également remise avec le coût de reconstitution des vides de garantie. L'expert comptable ne peut pas travailler seul sur une mission comme celle-là, non ? Non. Je pense qu'il y a un vrai sujet d'interprofessionnalité. On en parle souvent, mais là, je pense qu'on a vraiment un exemple de conduite. Et je pense que sur le plan stratégique, il y a un enjeu majeur pour les experts comptables. Pourquoi ? Parce que nous, ce qu'on voit en pratique, généralement, les experts comptables, ils conduisent cette mission sur les régimes obligatoires, il n'y a pas de sujet. Ils prennent un outil, la simulation se fait assez aisément, on voit bien les écarts de revenus disponibles. Quand on arrive sur la partie prestation, il y a les écarts des régimes obligatoires, c'est facile, c'est automatique, mais va se poser derrière la question de comment je reconstitue les fameux vides de garantie. Et ici, l'idée, c'est... Vous pouvez juste revenir sur la notion de vide de garantie, parce que des chefs d'entreprise nous regardent, peut-être que ça vaut le coup de préciser. Voilà, bah c'est tout simplement, j'ai un besoin, il y a ce qui est pris en charge par un régime obligatoire, ce qui ne l'est pas. Prenons un exemple. Imaginez une personne qui a un revenu qui va être de 100 euros, par exemple, par jour. Hein. Eh bien, voilà, il gagne 3 000 euros par mois, on va dire. Eh bien, il est en arrêt de travail. Son régime obligatoire, alors ça dépend des régimes, mais s'il est indépendant, puisqu'on est dans ce cas de figure, eh bien, il va avoir assez rapidement, au 4e jour, quand il est artisan commerçant, une prestation qui va lui servir la moitié de sa garantie, de son besoin de revenus. Eh bien, il a 50 qui est pris en charge. La différence, c'est ce qu'on appellera le vide de garantie dans le jargon en la matière, quoi. D'accord. Plus la rémunération augmente, plus ce besoin, en quelque sorte, non couvert, si on veut l'exprimer autrement, sera important. Donc je vous ai coupé, vous étiez en train de dire que l'expert comptable devait être le pilote de cette mission, mais il devait s'appuyer sur d'autres compétences, et c'est à ce moment-là que vous avez parlé de vide de garantie. Exactement, tout à fait. Alors, ça amène deux besoins, et effectivement, selon les dossiers, la complexité des dossiers est bien sûr très variable. Si on a plusieurs sociétés, des holdings, c'est évidemment plus complexe. La part de l'avocat, bien sûr, est évidente. Un point qui est important aussi, c'est le professionnel de l'assurance, qu'il soit assureur, une mutuelle, un courtier, peu importe le statut. Mais la question souvent sur laquelle l'expert comptable a un besoin d'expertise en dehors de ce qu'il sait faire, c'est justement comment je reconstitue ce fameux vide de garantie, mon besoin. Je me rends compte qu'entre les deux statuts, j'ai un écart, par exemple, de 1 000 euros de retraite au fin de ma carrière, par exemple. Est-ce que je vais mettre en place ? Est-ce que je mets en place un PER-éco ? Est-ce que je mets en place un PER-O ? Est-ce que je mets en place un PER individuel ? Est-ce qu'on va compenser avec de l'assurance vie ? Donc tout ça a un coût. Et là, c'est la responsabilité. D'ailleurs, le professionnel de l'assurance a une responsabilité qui est lui-même engagée. Enfin, il est assuré pour ça. Et donc là, l'expert comptable, souvent dans un deuxième temps de l'étude, a besoin de collaborer avec un professionnel de l'assurance pour cette reconstitution de vide de garantie. Pour autant, je pense que ce qui est vraiment central, parce que c'est aussi l'attente des clients, c'est que celui qui est le pivot, qui est vraiment le référent, c'est l'expert comptable, parce que c'est par nature lui qui a la vision d'ensemble, là où le professionnel de l'assurance aura la vision du contrat supplémentaire. Donc c'est vraiment essentiel, me semble-t-il, que l'expert comptable... Donc vous dites interprofessionnalité, l'expert comptable est pilote de la mission. Au sein du cabinet d'expertise, qui doit prendre en charge cette mission ? C'est l'expert comptable. En personne ? En personne, dans la plupart des cas. C'est une des missions à très forte valeur ajoutée. C'est à la fois les missions d'aujourd'hui et de demain. Alors, le besoin peut être détecté lors du fameux entretien bilan, mais on peut également industrialiser cette mission en analysant notre clientèle, en détectant les clients qui auraient ce besoin, en maquettant une offre spécifique et en leur proposant tout au long de la vie de leur entreprise. C'est-à-dire que vous dites en quelque sorte qu'il faut réaliser, le mot n'est pas très beau, mais un tri préalable au sein de la clientèle pour savoir ceux qui pourraient avoir intérêt à étudier un nouveau statut ou ceux qui finalement n'ont pas besoin. C'est bien ça. Oui, je parlais de segmentation parce que le tri, ça nous fait penser à l'hôpital, oui, avec le Covid. Le terme est un peu galvaudé, mais je veux dire, c'est une segmentation, c'est la même chose de toute façon. Appelons un chat un chat. Effectivement, à côté de l'entretien de bilan, qui est une étape, évidemment, c'est quand même le point de rencontre essentiel dans l'année. Pour autant, je pense que ce qui peut être astucieux, c'est d'identifier dans le portefeuille les clients qui sont intéressés, de faire une première étude pour voir ceux qui vont faire une économie, parce que, qu'on le veuille ou pas, même si les prestations sont essentielles, c'est pas moi qui dirais le contraire, il n'empêche quand même que le client il va regarder l'économie tout de suite, quoi. Et donc, s'il y a économie, c'est là que ça vaut le coup d'y passer un peu de temps dans la matière. Donc, effectivement, cette notion cette segmentation du portefeuille, comme le dit Charles, est absolument essentielle.
Je la pose, la question, quand même. Combien ça se facture, une mission comme ça? C'est variable. Alors, déjà, c'est des missions qui se facturent très bien. Pourquoi? Parce qu'on fait gagner de l'argent directement au client. Donc, c'est plus facile pour lui de payer nos honoraires après. Mais ça va de 800 à 900 euros à plusieurs milliers d'euros selon la complexité du travail. Donc le tarif variable selon la complexité des travaux, mission qui est au cœur de l'expertise, de l'expert comptable. Pour la facturation, est-ce que vous avez d'autres conseils à donner à nos amis professionnels du chiffre et du conseil? Une petite astuce, c'est que très souvent, le client il va mettre en rapport l'économie qu'il va faire une année avec le coût de l'honoraire. Donc prenons un exemple, l'économie est de 4 000 euros, toute prestation reconstituée par ailleurs, et puis le coût de l'étude, parce que c'est un gros dossier, a coûté 2 500 euros. On va se dire, j'aurais dû être expert comptable, parce que quand même, quand je vois avec ce qu'il me fait gagner, ce qu'il encaisse, la vie est belle. Non, il faut juste faire percevoir au client que cette économie, elle va se faire sur la durée du dossier. Donc, évidemment, les choses peuvent changer, les règles peuvent changer, mais imaginons que le client soit ici dans une logique où il va rester encore 10 ans dans le même statut. Ce n'est pas 4 000 euros qu'on a fait comme une économie, c'est 40 000. Et là, les 2 500 prennent une toute autre dimension. Donc, cette notion de je montre en perspective l'écart d'économie, l'économie que je vais faire sur la durée, c'est essentiel et ça relativise le coût d'honoraire. Sans compter quand même aussi que cette mission a pris du temps et a demandé de la formation, de l'information, et donc ça a aussi un coût. Est-ce que je résume la situation de façon pertinente en disant que c'est le moment de se lancer sur ces missions de statut? C'est le moment de se lancer sur ces missions d'optimisation de la rémunération du dirigeant, et surtout dans le contexte actuel où les situations de certaines entreprises sont très difficiles. Il faut y aller. Bruno, Charles, merci mille fois. On aura l'occasion d'aborder d'autres questions relatives à l'entreprise, évidemment, avec ce volet social que vous connaissez bien. Merci à tous et bonne journée.